tenue dans le chapitre des droits de l'homme et de l'action syndicale, notamment pour affirmer que, je cite, « Nos partis sont parfaitement convaincus que le changement est inéluctable et nous poursuivons notre action pour le réaliser ». Avant d'ajouter, je cite toujours, « Nous poursuivons la lutte pour opérer les changements escomptés sur les plans constitutionnels, politiques, économiques, social, judiciaires et culturels afin de réaliser les aspirations de la nation à l'édification d'un Maroc fort, uni et développé ». Le 11 janvier 1944 était présenté le manifeste de l'indépendance qui devait sonner le glas du protectorat et annoncer l'avènement de l'indépendance. Le manifeste de l'indépendance, un document portant la signature de plusieurs nationalistes marocains qui en conclusion demandaient à la France de solliciter de Sa Majesté de prendre sous sa haute direction le mouvement de réforme qui s'impose pour assurer la bonne marche du pays. Avec nous ce soir notre consultant Mustapha Shami. Alors pouvait-on nous attendre à cette décision, à ce revirement? Écoutez, oui et non. Oui, parce qu'on savait depuis plusieurs semaines qu'un certain nombre de difficultés portaient sur le statut du ministre de l'Intérieur, et non, parce qu'on pensait que peut-être l'opposition arriverait à dépasser ce problème-là et donc à faire montre d'une attitude un peu plus positive. Le problème, c'est que il faut rappeler des évidences. Il faut rappeler que c'est une alternance qui a été voulue par le haut. Ce n'est pas une alternance qui provient des urnes, c'est une alternance qui vient par le haut, consensuelle, et qui devait se faire, pour employer une métaphore médicale, au forceps. En attendant que peut-être les prochaines urnes permettent de dégager une alternance à ce moment-là plus directe, c'est-à-dire émanant de la volonté des électeurs. Ce n'est pas le cas. Et cette opération-là n'a pas tenu la route parce que la thèse du compromis positif qui prévalait jusqu'à maintenant n'a pas résisté aux positions de l'opposition. Cette thèse du compromis positif, c'est quoi? C'est-à-dire que l'opposition, après tout, il faut le rappeler, dans le corps électoral, elle est minoritaire. Elle fait 20-21% du corps électoral, les dernières élections le montrent. Au Parlement, c'est un tiers des députés qui relèvent de la quote-là, c'est-à-dire 111, sans compter le PPS. Bien sûr, l'opposition a beau jeu de dire que ces élections ne se sont pas passées de façon très régulière, mais même si elles avaient été totalement transparentes, c'est pas sûr que l'opposition ait fait mieux. En tout cas, c'est une question qui est posée, et c'est pour ça que nous en sommes là ce soir. Oui, alors, quelle est la signification de cet acte politique? Alors, c'est un acte politique. Tout à fait, c'est un acte politique. D'abord, il faut se féliciter de la politique de transparence de l'information. Dans le cadre de ce discours historique, Sa Majesté le Roi, en novembre 1993, vous vous souvenez, qu'il avait rendu compte devant la nation de l'état des conversations qu'il avait eues avec la Côte-là. Il y avait déjà eu une première proposition, vous vous souvenez, et il faut se féliciter de ce communiqué qui continue donc dans cette ligne de transparence. Alors, je relèverai deux points, si vous voulez, du côté de ce communiqué officiel, donc de Sa Majesté le Roi. J'ai relevé personnellement le fait que si on avait donné satisfaction à l'opposition pour ce qui est de sa revendication concernant le ministre de l'Intérieur, le communiqué du cabinet royal dit que cela aurait pu nuire gravement au bon fonctionnement des institutions sacrées. Je relève le mot gravement, c'est fort. Je relève également le mot institution sacrée. Donc il ne s'agit pas du fonctionnement normal des institutions, c'est des institutions sacrées. Nous allons y revenir. Pour ce qui est de la Côte-là, vous l'avez dit tout à l'heure, elle dit qu'elle va poursuivre donc la lutte pour le changement constitutionnel et politique. Donc nous revenons à la case départ. Il faut parler clairement sur un autre point, c'est que le problème ne porte pas tellement sur la personne du ministre de l'Intérieur, qui, après tout, n'a pas de légitimité personnelle autre que celle de sa fonction. Le problème porte peut-être sur la nature et les moyens d'action du Makhzen dans notre système politique, et ça, c'est un grand débat. Oui, alors, la Koutla pouvait-elle composer avec M. Driss Bosri, qu'elle accuse, à tort ou à raison, d'avoir manipulé les élections? Vous savez, il faut avoir de la mémoire. Marsalim, un grand parti de la Côte-là, un parti de l'Istiqlal, a déjà cohabité avec le ministre de l'Intérieur, le même ministre de l'Intérieur, entre 1977 et 1983, puisqu'il n'y avait pas moins de 7 ou 8 ministres importants de la direction du parti de l'Istiqlal qui étaient dans le gouvernement. Donc cette cohabitation, après tout, c'était passé pendant donc 6 ans, même s'il y avait eu quelques difficultés, etc. Donc ils ont l'habitude de travailler avec lui. Alors, vous savez, le meilleur moyen, c'est un problème de tactique politique, je crois. Tactique politique, vous savez, il faut relire le livre de Sa Majesté, Mémoire d'un roi. Sa Majesté dit à plusieurs reprises, je suis un crâneur. Et donc, le meilleur moyen, peut-être tactiquement,
d'obtenir le départ éventuel du ministre de l'Intérieur aurait été pour l'opposition de ne pas s'attaquer à la personne de l'homme, donc de ne pas personnifier le débat, et de faire un certain nombre de propositions sur la structure gouvernementale. Je crois que ça a un peu surpris, ça a un peu déçu la classe politique et l'opinion publique, c'est qu'on attendait de l'opposition un programme, d'un changement, des mesures, une nouvelle culture politique, une nouvelle approche d'un certain nombre de problèmes, des réformes de fond touchant l'éducation, la santé, l'habitat, etc. Et on a vu ces dernières semaines le débat obscurci et dévié pratiquement sur la personne du ministre de l'Intérieur, et ça, je crois que c'est décevant. Oui, alors, un gouvernement de centre droit, est-ce que cela sous-entend un gouvernement dirigé par M. Ahmed Osman, par M. Qabbaj ou quelqu'un d'autre? Écoutez, vous prenez des risques ce soir, M. Salim. Alors, toujours. Voilà. Alors, évidemment, la difficulté au niveau de ce gouvernement centre droit, c'est de trouver un Premier ministre qui réunisse un certain nombre de conditions. M. Osman réunit de ces conditions-là, il y a de grandes qualités, mais c'est une personnalité qui était déjà Premier ministre en 1972. Alors, est-ce que revenir en 1995 pour exprimer cette volonté de changement affirmée dans le corps électoral l'année dernière, est-ce que c'est le changement? Celui qui me paraît le mieux placé, du fait de son profil, de ses qualités personnelles et de sa culture économique, c'est important, c'est effectivement M. Mohamed Qabbaj, mais pour l'instant, ce n'est pas une information, c'est une déduction. Problème avec quelle majorité? La majorité du WIFAR et la majorité naturelle, bien sûr. Le problème va se poser maintenant, savoir si cette majorité va être élargie au RNI de M. Osman et au MNP de M. Hardan, qui, eux, étaient pressentis dans le cadre de l'alternance prévue avec la gauche. Alors, s'ils sont dans ce nouveau cabinet de centre droit, évidemment, ils perdent leur chance d'être peut-être à l'avenir dans un cabinet d'alternance qui est toujours envisageable pour cette législature. Voilà, Mostafa Sahimi, merci et à très bientôt.